Mais bonjour à tous nos compatriotes de métropole, d'outre-mer, de l'étranger, tous ceux qui nous suivent, grâce à tous les nouveaux moyens de communication et qui nous permettent de nous glisser hors parfois des médias traditionnels. Les amis, depuis 30 ans, la France a essayé la gauche. La France a essayé la droite. Depuis 30 ans, la gauche a été au pouvoir la moitié du temps et la droite l'autre moitié du temps. Et depuis 30 ans, la situation de la France a été de mal en pis. Depuis 30 ans, la France connaît le chômage de masse. Aujourd'hui, nous avons en France 5 millions de chômeurs déclarés ou dissimulés. Nicolas Sarkozy en est venu à se féliciter que le chômage ait augmenté moins vite le mois dernier que le mois précédent. Depuis 30 ans, la France connaît la précarité. Aujourd'hui, nous avons en France 8 millions de pauvres, dont une grande partie qui pourtant travaillent. François Hollande veut encore accroître l'incertitude pour les jeunes avec ses contrats de génération. Depuis 30 ans, ils nous disent que la solution, c'est l'Europe. Toujours l'Europe et toujours plus d'Europe. Et à chaque fois, même si nous le refusons, comme en 2005, ils nous imposent toujours plus d'Europe. À chaque fois, le remède aggrave le mal. Mais à chaque fois, ils recommencent quand même. Car leur alternance droite et gauche, puis gauche et droite, et parfois l'un avec l'autre, est un volet de leur système. Car leur fuite en avant dans une Europe improbable est un autre volet de leur système. Je vous le dis solennellement, leur système n'est pas fait pour nous, peuple de France. Leur système est fait pour eux, petite élite, oligarchie restreinte, 1% de la population. C'est 1%, c'est vrai, il faut ajouter les quelques affidés, vous savez, ceux qui ramassent les miettes. Ils ne vivent que d'illusions et d'apparences. L'oligarchie s'enrichit toujours plus. L'industrie de luxe explose, tant mieux pour elle. Mais les pauvres s'appauvrissent toujours plus. Les besoins des restos du cœur augmentent sans cesse. Les classes moyennes sont entraînées dans des tourbillons de difficultés et les classes populaires se sentent de plus en plus fragilisées. L'ascenseur social ne monte plus, il descend. C'est le descenseur social. Alors, la France est-elle condamnée à cet écart grandissant entre une poignée de profiteurs cyniques et un peuple angoissé? Bien, les hommes au pouvoir, de droite comme de gauche, voudraient nous le faire croire. Ils voudraient nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule politique possible, la leur. Ils voudraient nous faire croire qu'il n'y a qu'un seul système possible, le leur. Et pourtant, ils voudraient nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule solution, nous résigner, nous soumettre. Ils emploient toutes les ruses, toutes les astuces pour nous contenir dans leur chemin. Nicolas Sarkozy aurait changé. François Hollande veut tout changer, sans rien changer. Et puis, il y a le mythe du troisième homme. Alors, longtemps, il s'est appelé François Bayrou. Souvenez-vous, en décembre dernier, des sondages le mettaient en 3e position devant Marine Le Pen. Que de commentaires! Mais il ne fit pas l'affaire. Il n'était pas crédible, il avait déjà beaucoup trop servi. Alors ils en ont trouvé un autre.
Jean-Luc Mélenchon... L'idiot triplement utile. Jean-Luc Mélenchon, il est d'abord l'idiot utile de François Hollande, puisqu'il permet de se défouler au premier tour avant d'espérer voter au second tour pour le candidat socialiste. Mais il est aussi l'idiot utile de Nicolas Sarkozy, puisqu'il affaiblit Hollande au premier tour, permettant au candidat UMP d'espérer créer une dynamique pour le second. Peut-on rêver? Jean-Luc Mélenchon est enfin l'idiot utile de François Hollande et de Nicolas Sarkozy réunis, puisqu'il trompe des électeurs qui croient s'attaquer au système en votant pour lui, au lieu d'apporter leur suffrage à la seule candidate anti-système, Marine Le Pen. Contre Marine Le Pen elle vient du sénateur Mélenchon, de Laurence Parisot, de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça n'est pas un hasard. Vous savez, je vais vous dire une chose, le système ne se trompe jamais d'adversaire. Parce que je suis la seule candidate anti-système, c'est sur moi évidemment que la caste aime taper. Bien sûr. Je suis la candidate des oubliés, des classes moyennes, des classes populaires, celles que précisément l'on veut réduire au silence, dont on espère le découragement et l'abstention. Je suis la candidate des victimes du racket institutionnel, de la spoliation massive. La candidate de ceux à qui on a tout pris, parce qu'on vous a tout pris, parce qu'on nous a tout pris. Eh bien, nous prendrons des décisions radicales. Avec vous, je prendrai des décisions en rupture avec le désordre établi. Avec vous, je prendrai des décisions sur l'Europe, l'immigration, la politique économique et sociale. Avec vous, je prendrai des mesures immédiates et concrètes pour peser sur les prix, pour améliorer le pouvoir d'achat des retraités, des fonctionnaires, des salariés, des ouvriers, des chômeurs. Pour défendre les commerçants, les artisans, les agriculteurs. Je suis une femme libre, la seule candidate de la révolte populaire. Et je n'admets pas que les Français soient volés comme au coin d'un bois. Je ne crains pas la caste qui nous dirige, parce que je n'ai, moi, à la différence d'eux, aucun lien avec leur magouille, aucun copain dans cette oligarchie. Ils n'ont aucune prise, d'aucune sorte sur moi, et c'est pour cela que je reste si dangereuse à leurs yeux. Une candidate incorruptible dans une classe politique vendue et corrompue. Puisqu'il faut rétablir la justice dans notre pays et lutter contre tout ce qui nous révolte et tout ce qui nous révulse, je dois évoquer devant vous le plus grand racket de tous les temps, celui des marchés financiers et des banques. Oui, mes chers compatriotes, je vous demande de bien m'écouter.
Ce que je dis, je suis la seule à le dire, la seule à en parler, la seule à oser proposer un changement radical pour nous libérer des marchés financiers et des banques rapaces. Oui, tout le monde le voit, la banque a pris le pouvoir, les spéculateurs ont pris le pouvoir, Goldman Sachs suscite partout de véritables coups d'État, Goldman Sachs place ses hommes à la tête des pays de la zone euro. Goldman Sachs place son homme à la tête de la Banque Centrale Européenne. Et cela ne choque pas les belles âmes qui nous dirigent. Cela ne choque pas Nicolas Sarkozy ou Madame Merkel, parce que ce sont leurs amis. Grèce, Italie, Banque Centrale Européenne, les oligarques prennent le pouvoir partout dans le dos des peuples. Depuis 1973, la loi Pompidou-Giscard oblige notre État à emprunter auprès des marchés financiers et des banques à des taux de plus en plus prohibitifs. Les politiques de droite et de gauche ont méthodiquement ligoté le peuple français. Bon sang, ce scandale, nous l'avions sous le nez, mais le racket était tellement énorme que pendant longtemps, nous ne l'avons même pas vu. Par la suite, au fur et à mesure, les clés de la France ont été remises aux banques et aux marchés dans les années 80, avec la libéralisation des bourses, la création des produits spéculatifs, l'instauration du CAC 40, la fusion entre les banques de dépôt et les banques d'affaires pour permettre à ces rapaces de spéculer avec l'argent durement gagné par les épargnants. Puis ce fut le vote des traités européens, par la gauche et la droite, réunis une fois de plus. Ces traités ont enfermé la France dans l'ultralibéralisme. Ces traités ont effacé la démocratie au profit d'une oligarchie, mêlant aux fonctionnaires, lobbyistes, banquiers et grands patrons. Tous étaient là pour voter Maastricht et son cortège de malheurs, de Mélenchon à Sarkozy, en passant par Hollande, en passant par Bayrou. Tous ont participé à des gouvernements dont la seule action était de transposer en France ce qui se décidait dans les couloirs à Bruxelles. L'enfant de cette idéologie dévastatrice a été l'euro, conçu, et vous le savez, comme un outil visant à forcer l'avènement d'une Europe fédérale et liberticide. Cette monnaie unique que les mêmes vénèrent, de Mélenchon à Sarkozy, en passant par Hollande, en passant par Bayrou. Cette monnaie dont les exportateurs allemands, 120 000 entreprises tout de même, viennent de dire, c'était hier, qu'il serait bon de s'en débarrasser. Et je ne devrais pas en parler? Cette monnaie qui est en train de faire tomber l'Espagne, après avoir tué la Grèce, l'Irlande et le Portugal, et l'on voudrait que je me taise? Mais non, mes chers amis, je refuse de me plier à leurs exigences. Il faut avoir le courage de dire à nos compatriotes que depuis 1973, nous avons payé 1 400 milliards d'euros d'intérêts aux banques et aux marchés financiers sur 1 700 milliards d'euros de dette. Ce chiffre résume tout. L'essentiel de notre dette vient de là, de la captation de notre argent, de votre argent, par des intérêts privés aussi opaques qu'étrangers à toute notion de bien commun. Et ceci s'est effectué avec la complicité de toutes les familles politiques représentées dans cette élection, droite, gauche, extrême gauche, centre, écolo. Alors, aux Français, je dis sans détour, en donnant les clés de la Maison France aux banques et aux marchés financiers, la gauche et la droite ont laissé le pouvoir à une véritable dictature des banques et des marchés financiers. Un fascisme doré qui ne dit pas son nom. Que reste-t-il comme marge de manœuvre pour les États, les peuples et les nations dans ce fascisme doré? Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple est devenu le gouvernement des banques, par les banques et pour les banques.
D'ailleurs, en mettant un bulletin dans l'urne, choisit-on vraiment encore entre plusieurs candidats ou nous reste-t-il comme seul choix celui de notre maître? Vous avez le choix. BNP Paribas, JP Morgan, Goldman Sachs. Encore tout récemment, d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne, avec notre caution solidaire, mais sans notre accord, vient d'arroser les banques européennes de 1 000 milliards d'euros. 1 000 milliards d'euros supplémentaires. Et ces mêmes banques toquent à la porte de nos États pour leur proposer des prêts à 4, 5, 7 ou 12%. Mais Madoff à côté, c'est de l'escroquerie de bas étage. Ce fascisme doré, cette oligarchie financière et bancaire qui s'auto-attribue en permanence parachute doré, retraite chapeau et bonus indécents, mais c'est dans notre poche qu'elle puise sans fin son argent. C'est le fruit de notre travail qu'elle détourne à son avantage exclusif. C'est l'économie réelle, nos PME, nos PMI, qu'elle refuse de financer pour mieux continuer à jouer au casino et à flamber un argent qui leur brûle les doigts. Combien de temps, mes amis, va-t-on accepter encore ce fascisme doré des banques et des marchés financiers? Dira-t-on encore en avril, encore plus de ce système? Vous avez le choix. Sarkozy, Mélenchon, Bayrou, Hollande. Tous portent dans le dos la marque des banques qui les sponsorisent. Et malgré leurs grandes déclarations lénifiantes contre les marchés financiers, il paraît que c'est à la mode. Pas un seul ne réclame la suppression de la loi de 1973 et donc du monopole des marchés financiers dans notre pays. Alors, va-t-on enfin dire stop? Va-t-on enfin dire oui, la France, oui, la démocratie, oui, la République, oui, la nation, oui, le peuple, oui, la maîtrise de notre destin. La maîtrise de notre destin librement et souverainement. Alors vous le savez, il n'y a qu'une seule façon de dire stop à cette folle dérive et oui à la France, c'est de voter Marine Le Pen. Allez écouter, la crise serait terminée. Vous me direz, ça fait à peu près 18 fois en 3 ans qu'ils nous disent que la crise est derrière nous. J'ai encore à l'oreille la douce voix de Madame Lagarde, à l'époque où elle œuvrait encore en France, nous disant « ça y est, c'est fini, on a réglé le problème ». Alors il faut que ça change tout de suite, parce que leur crise n'est pas terminée. La crise a disparu des écrans de télévision à cause de la campagne électorale, mais elle est plus présente que jamais. L'Espagne est en train de vaciller. Chaque mois, 200 000 chômeurs de plus. L'Espagne, nouvelle victime de l'euro, nouvelle victime de leur monnaie, nouvelle victime à nos portes. Alors oui, il est temps de reprendre en main notre destin et de mettre fin à ces injustices insupportables. C'est la politique que seule je propose comme un nouveau chemin pour notre pays. Redonner, mes amis, la possibilité à l'État d'emprunter directement sans intérêt auprès de notre Banque de France, comme nous le faisions avant 1973. Mettre fin, par
par une dissolution concertée à l'expérience calamiteuse de l'euro. Oui, l'euro, la monnaie des riches, la monnaie des banques, la monnaie de ce fascisme doré. Ça gêne que je parle de l'euro, mais j'en parle parce qu'à la différence des autres, je suis une femme libre. Je supprimerai le monopole des marchés financiers. Je renverserai ces injustices qui font le lit de la pauvreté, de la misère, de l'asservissement des travailleurs et des retraités. J'interdirai les parachutes dorés et les retraites chapeaux. Je gèlerai par la loi pendant 5 ans les frais bancaires parce qu'ils sont devenus insupportables, parce que nous sommes victimes de véritables escroqueries. Je demanderai aux patrons de banques et d'institutions financières de rembourser les bonus indécents qui se sont octroyés pendant la crise. Tout le monde s'est appauvri, sauf eux. Parce que résolument, je combats les injustices et tout ce qui nous bouscule. Je suis résolument du côté des classes populaires et des classes moyennes, du côté de ceux qu'on oublie, qu'on ne voit pas, ceux dont on refuse de prendre en compte les souffrances et les aspirations. Classe moyenne et populaire accablée par une autre injustice de taille, la confiscation par l'impôt. L'impôt est devenu injuste en France, profondément injuste. Quand le président sortant se triple son salaire et augmente son patrimoine, de 30% pendant son quinquennat, ce sont les classes moyennes et populaires qui paient le plus d'impôts. Oh, il a beau jeu de sortir de son chapeau une taxation des exilés fiscaux. Elle rapportera à l'État le coût de son Sarko One, son joujou de mégalo. Quand on paie pour des institutions aussi inutiles que le Conseil économique et social, vous savez, ce placard doré où on met tous ceux qu'on n'arrive pas à recaser ailleurs ou qui ont été battus à 3 800 € brut par mois quand même. Hein. Eh bien, quand on paie pour ces institutions, le pouvoir sortant crée plus de 25 nouvelles taxes en un seul mandat. Quand la décentralisation effrénée conduit à la gabegie dans les collectivités locales, à l'effacement de la République dans les territoires, à l'explosion des dépenses, on augmente les impôts locaux. Les Français, bons à payer les ambitions démesurées de ces nouveaux seigneurs des régions et des départements. On impose aux Français, parallèlement à ça, une TVA dite sociale. Cette TVA dite sociale, qui est totalement antisociale, puisqu'elle consistera à faire payer aux consommateurs une perte de compétitivité due à l'incurie de leur politique mondialiste. À chaque fois qu'ils ont supprimé un système fiscal ou une imposition, soi-disant pour alléger les charges, ils l'ont remplacé par une taxation plus coûteuse encore pour les Français. Souvenez-vous la taxe professionnelle. Souvenez-vous le régime social des indépendants. Ils ont repris de la main gauche 2 fois ce qu'ils avaient donné de la main droite. Les Français payent de plus en plus d'impôts et de taxes, sous toutes les formes, en toutes circonstances, quoi qu'ils fassent. Mais ils ont de moins en moins en face. Moins de tribunaux, moins de juges, moins de prise en charge. On dérembourse les médicaments à tour de bras. On augmente le forfait hospitalier, on augmente les mutuelles. La qualité des soins s'effondre quand on peut encore se les payer. Moins de sécurité, moins de policiers, moins de gendarmes. Donc, aussi plus
de dépenses qui pèsent sur les Français en matière de sécurité privée. Digicode, porte blindée, alarme, et j'en passe. Sinon, l'assurance, qui coûte elle-même de plus en plus cher, ne vous remboursera pas. D'ailleurs, bien souvent, de toute façon, elle ne vous rembourse pas. En face de toujours plus d'impôts et de taxes, une école publique dont le niveau s'effondre. Mais ceux qui nous dirigent s'en moquent. Leurs enfants, eux, sont dans le privé. Moins d'armées, par ailleurs éparpillées dans le monde entier, dans des guerres folles qui finissent par mettre des fondamentalistes islamiques au pouvoir. Qui s'empressent d'ailleurs d'imposer leur ignoble charia avec nos armes. Des transports de plus en plus chers, avec des billets de train qui sont inabordables pour les Français, pour les familles, et des autoroutes que l'on a construites avec notre argent et bradées à des entreprises privées que l'on continue à payer. Des prix de l'énergie, mes amis, qui s'envolent, au point que certains renoncent à se chauffer, à s'éclairer, et même pour ceux dont l'activité professionnelle dépend du fioul, renoncent à travailler. Un accident de la vie? Une mauvaise passe? Alors que vous avez travaillé et cotisé toute votre vie? Ah non, vous n'avez pas le droit à telle aide sociale. Ah, ni à celle-là, ni à celle-là non plus. Ah, désolé, hein. Vous ne rentrez pas dans les cases. Mohamed Merah, oui, lui, il rentrait dans les cases. Mohamed Merah, il rentrait dans les cases, comme les milliers de voyous récidivistes. Comme ces milliers de voyous récidivistes et de criminels qui vivent sur notre dos sans se croire obligés de respecter la moindre règle sociale, la moindre loi. Eh bien, mes amis, ceux-ci n'y auront plus droit. Un boulanger, un tapissier, un plâtrier, un petit fonctionnaire ne sera obligé de verser des impôts pour que ces impôts soient reversés sous forme d'aide quelconque à ceux qui multiplient les viols de nos lois, qui volent, qui escroquent, qui pillent, qui dégradent, qui violent, qui tuent. Ce pays où l'on n'a plus de considération pour les voyous que pour les honnêtes gens. Quel est donc, dans quel pays du monde
Je pose la question, dans quel pays du monde, attendez, on donne une journée de liberté aux condamnés jusqu'à 5 ans de prison pour aller voter? Dans quel pays du monde on libère ainsi des dizaines de milliers de gens condamnés à des peines de prison ferme pour des actes graves, pour leur permettre d'aller vaguenauder pendant un dimanche? Alors, revenons-en à notre injustice fiscale. C'est vrai que cette injustice est l'une des plus révoltantes. Faire des cadeaux aux amis d'un côté, aux plus puissants. Je pense à la niche Copé au bénéfice des plus grandes entreprises. Je pense aux conventions fiscales avec le Qatar, leur permettant d'échapper pendant 5 ans à l'ISF. Je pense aux chèques de centaines de milliers d'euros, parfois de dizaines de millions d'euros que le fisc restitue à Madame Bettencourt et consorts. On charge sans cesse la barque pour les Français qui tentent de maintenir la tête hors de l'eau et on accable les travailleurs, les familles et les plus âgés d'entre nous. Alors oui, je rétablirai la justice fiscale par un impôt sur le revenu plus progressif et donc plus juste. Oui, je mettrai les œuvres d'art dans le calcul de l'ISF. Non mais... Saviez-vous que Monsieur Minck se fait payer en partie en œuvres d'art? Ben, ça permet d'échapper à la solidarité qu'il prône pour les autres, bien sûr. Saviez-vous que la famille française qui vend une maison secondaire qu'elle a payée par son travail, eh bien, paiera près de 30% de plus-value, alors que ceux qui vendent leurs œuvres d'art n'en paieront que 5%. Alors oui, je permettrai à nos PME et nos PMI de payer moins d'impôts que les entreprises du CAC 40. C'est le sens de l'impôt sur les sociétés progressif inscrit dans mon projet présidentiel. Oui, je vais réorienter le crédit impôt recherche vers les PME, PMI, alors qu'aujourd'hui, il est intégralement quasiment capté par les grands groupes, parce que les TPE, les PME et les PMI sont en fait les seuls à avoir de l'imagination dans notre pays. Oui, je demanderai aux très grandes entreprises de verser des impôts correspondant aux cadeaux fiscaux du mandat écoulé, cadeaux qui n'ont aucune justification. Je créerai un fonds d'investissement pour les PME-PMI, financé par 15% des résultats des sociétés du CAC 40 pour rétablir une solidarité qui ne soit pas celle des petits envers les gros comme aujourd'hui, mais celle des gros envers les petits. En tout temps, en tout lieu, je veux soutenir l'audace, je veux réparer l'injustice, je veux encourager l'esprit d'entreprise. Je veux aider la création d'emplois là où elle se trouve, c'est-à-dire chez nos artisans, nos jeunes entrepreneurs, nos très petites entreprises, nos PME, qui chaque jour se battent pour exister, pour se développer. Je veux protéger les indépendants des appétits voraces des gros. Quel meilleur symbole! Quel plus triste symbole de la victoire de l'injuste sur le juste que le traitement réservé à l'automobiliste. Ah, il est tout de même révoltant de voir en toutes circonstances l'automobiliste matraqué et considéré comme une véritable vache à lait. Alors qu'il faut bien l'admettre,
Le voyou, le voleur, l'agresseur n'est pas traqué avec les mêmes moyens. Ah ça, on trouve votre compte en banque pour saisir le montant de vos amendes. Mais on ne trouve jamais celui des délinquants ou des criminels condamnés à verser des amendes qu'ils ne payent jamais. Mais, permettez-moi, ceci n'a strictement rien à voir avec la sécurité routière. Tout ceci est une affaire de gros sous. S'il faut faire une vraie politique de la sécurité routière, je la centrerai sur l'amélioration des routes, sur l'éclairage public rétabli. J'accorderai une vraie place aux motards. Bien sûr, on mettra en place le fait que les motards qui font l'effort d'acheter des équipements de sécurité bénéficient d'un bonus pour leur assurance. Bien sûr, il faudra mettre en place un module pour apprendre aux 2 roues et aux 4 roues à mieux cohabiter sur la route dans le cadre d'un permis de conduire rénové, moins cher et plus juste. Oui, bien sûr, il faudra exiger des filières d'études qui forment à des métiers qui utilisent la voiture de payer aux élèves leur permis de conduire, parce que le coût du permis de conduire est devenu insoutenable pour nombre de familles et de jeunes. En tout cas, je cesserai de prendre le conducteur pour une machine à sous. Ce seront les vrais voyous qu'on chassera, pas les honnêtes gens. Le permis à points. Pourquoi j'ai réclamé qu'il soit supprimé? Parce que l'on voit bien, mes chers amis, l'on voit bien qu'en réalité, lui aussi, il est devenu uniquement une immense pompe à fric. Chaque point perdu doit être racheté en monnaie sonnante et trébuchante. Et ça n'apporte rien de plus que le système antérieur où lorsqu'on commettait une contravention, eh bien on était condamné pour la contravention que l'on avait éventuellement commise. Les radars automatiques. Eh oui, mais... Les radars automatiques, vous voyez bien qu'ils sont installés là où ça rapporte le plus, pas là où c'est le plus dangereux. Bon. Alors ils seront systématiquement annoncés. Parce que nous sommes des adultes et on cessera d'en installer des nouveaux. Je vous signale que Nicolas Sarkozy en a prévu 500 de plus, rien que pour cette année. Ah, l'automobiliste, ça pour le gouvernement, voilà l'ennemi. J'imposerai 20% de baisse immédiate de la taxe sur l'essence. On a besoin de ce bol d'air. Et cette baisse de 20% sera financée par une taxe sur les grandes entreprises pétrolières et gazières. Je ne toucherai pas, comme le veut Nicolas Sarkozy, à nos réserves stratégiques de pétrole, qui doivent être évidemment réservées à des cas de force majeure. Il faut aller chercher les injustices une par une et y mettre fin sans faiblir devant les puissances d'argent et tous les conformismes. Je pense aussi à tous ces oubliés qu'on laisse mourir à grand feu. Nos marins-pêcheurs, nos paysans, nos taxis, nos artisans, nos jeunes qui débutent. Car ce sont toutes les injustices que je veux débusquer et combattre. Les Français ont conquis un système de protection sociale généreux dans son principe, mais il est menacé. Il est menacé par l'immigration, il est menacé par la fraude sociale. Les deux sont liés, diront certains. Pour une part, ils ont raison, mais pour une part seulement. Certes, la France n'accueille pas toute la misère du monde, mais elle en accueille déjà beaucoup trop. Surtout, la France n'a plus les moyens d'en accueillir en plus. Les Français, à commencer par les plus modestes, font de plus en plus de sacrifices. Et personne, à part moi, n'envisage une seconde d'en demander
aux clandestins des sacrifices. La France doit supprimer les pompes aspirantes. Elles aimantent l'immigration. J'instaurerai un délai d'1 an de résidence et de cotisation avant qu'un étranger puisse bénéficier de la sécurité sociale, en vous rappelant que dans certains pays, ce délai est de 10 ans. Dans certains pays, l'on cotise 10 ans avant de pouvoir avoir accès à au moindre système de protection sociale. Oui, je supprimerai l'aide médicale d'État, prime au délit d'entrée illégale sur le territoire, instaurée par Lionel Jospin pour les clandestins, mais maintenue, mes chers amis, et aggravée sous l'UMP. Elle coûte plus de 600 millions d'euros par an. Et personne, à part moi, personne n'envisage d'y toucher. Eh bien, ça va continuer donc de plus belle. Je lutterai férocement contre les faux papiers. Les clandestins n'obtiendront plus par le biais de la sécurité sociale et les autres ne pourront plus bénéficier plusieurs fois des mêmes prestations sociales. Et puis, mes amis, peut-être parce que je suis sensible aux faits. Je suis, mes amis, extrêmement heureuse de savoir, bien sûr, que vivre en Algérie permet d'avoir beaucoup plus de centenaires que dans d'autres pays. Mais je renégocierai les conventions signées en matière de santé avec des pays étrangers qui, en vertu des compensations, nous doivent des fortunes dont ils ne se sont jamais acquittés. Alors oui, effectivement, je créerai un secrétariat d'État à la lutte contre la fraude. Parce que c'est vraiment scandaleux de voir que l'on est volé comme au coin d'un bois. Ce secrétariat d'État pilotera un vaste plan antifraude. Il croisera les fichiers sociaux et les fichiers fiscaux pour détecter et pénaliser les irrégularités dans l'obtention des prestations sociales, ainsi d'ailleurs que les réseaux organisés de pillage de notre système de protection sociale. Il fera contrôler les trains de vie suspects. Je veux la sécurisation de la carte vitale en la rendant biométrique. Et j'organiserai, mes amis, la désactivation des cartes vitales surnuméraires et frauduleuses qui représentent 10 millions de cartes vitales sur les 60 millions en circulation. Ah oui, ça en sera fini, les arrêts maladie de complaisance. Et ça en sera fini aussi de toutes les aides sociales pour les fraudeurs récidivistes. J'exigerai d'ailleurs des collectivités territoriales de contribuer à la lutte contre la fraude en communiquant toutes les informations dont elles disposent. Il n'est plus question de se cacher. Ainsi, je restaurerai l'équilibre des comptes sociaux en donnant la priorité aux Français. Je vous l'ai dit, et je m'y engage, j'arrêterai de permettre à certains de voler les Français comme au coin d'un bois. Et comment, permettez-moi, mais comment à ce sujet ne pas évoquer le cas des ententes?
Parce que c'est un sujet dont personne ne parle là non plus. Et pourtant, on apprend au fur et à mesure de la lecture, de la presse économique, que chaque semaine, on découvre des ententes entre des grands groupes. Eh bien, ces ententes, elles volent 30% du pouvoir d'achat des Français, sans que rien de sérieux ne soit fait pour les arrêter. Moi, entente dans le fret aérien, entente dans les farines, entente dans les endives, entente dans la nourriture pour les chats et les chiens, entente dans le lait et les yaourts, etc., etc., etc. Et ils s'entendent, d'après vous, pour faire quoi? Évidemment, ils s'entendent pour fixer des prix et pour que la concurrence ne fonctionne pas. Mais à quoi sont-ils condamnés? Mais ils sont régulièrement condamnés à des sommes qui sont dérisoires par rapport aux bénéfices qu'ils ont tirés de cette escroquerie à l'égard des Français. Alors je vais vous dire une chose. Si je suis élu, ceux qui s'amuseront à ça, non seulement n'en tireront plus un centime de bénéfice, car les amendes seront calquées exactement sur le bénéfice qu'ils ont pu faire grâce à ces ententes. Mais de surcroît, ceux qui seront responsables de cette escroquerie iront en prison. Et puis, puisqu'on en est encore au sujet de l'escroquerie généralisée, je suis aussi obligé d'évoquer la douloureuse question de la grande distribution. À laquelle l'ensemble des politiques de gauche et de droite semblent soumis depuis des années, à qui on a offert toutes les facilités pour qu'elles puissent encore plus vite tuer nos commerces indépendants et l'emploi. La vitalité, mes chers amis, des commerces de centre-ville est atteinte. En 20 ans, 250 000 ont disparu. Et 600 000 emplois directs ont été détruits, sans compter les emplois indirects liés à l'existence des commerces indépendants. Aujourd'hui, 20 000 communes en France ne comptent plus un seul commerce. Est-ce acceptable? Ah oui, mais la technique est toujours la même. La technique est toujours la même. Ils s'installent avec des prix bas, grâce à leur lien d'exclusivité avec les centrales d'achat. Ils tuent, grâce à ces prix bas, toute la concurrence. Et lorsqu'ils sont enfin tout seuls, eh bien, ils augmentent les prix et piègent une clientèle devenue captive. C'est ça la technique. Ah, et puis tout de même, hein. Et puis tout de même, le règne de la grande distribution, dont je vous signale qu'elle fait l'objet d'une lutte féroce dans un certain nombre d'autres pays qui ont tout de suite compris l'objectif et les conséquences dramatiques d'un développement exponentiel de cette grande distribution. Eh bien, ce sont des paysages enlaidis, des conditions de travail dégradées, c'est moins de transparence sur l'origine des produits, c'est la tyrannie du puissant sur les petits producteurs, sur nos paysans, des marges commerciales aberrantes, l'affaissement du pouvoir d'achat, la corruption des élus locaux, la disparition d'une saine concurrence et la désertification des centres-villes. Et contrairement à la fable régulièrement vendue, une augmentation de la baisse des prix. Ah, la grande distribution, c'est bien, c'est moins cher. C'est pas vrai. Ça n'est pas moins cher. C'est une escroquerie. D'ailleurs, les prix qui ont le plus augmenté, dernièrement, étaient justement les marques des distributeurs. Ah! Et voilà ce qu'ils ont fait. Voilà où nous a mené leur soumission à l'argent roi. Alors oui, je vais aussi dans ce domaine agir. Je vais rendre les centres-villes au commerce indépendant.
J'interdirai par la loi l'installation de toute grande ou moyenne surface au cœur des villes de moins de 30 000 habitants. Parce que je vois bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de multiplier les soi-disant épiceries de proximité près de chez vous. Truc market. Avec des fleurs et des vaches. Pour faire croire qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont. Mais ils ont déjà colonisé nos périphéries et ça ne leur suffit pas. Ils colonisent grâce à l'autorisation que leur a donnée Nicolas Sarkozy avec sa loi LME, loi de modernisation de l'économie. Parler d'une modernisation. Ils colonisent nos centres-villes avec leurs soi-disant épiceries de proximité. Des loups déguisés en agneaux. Voilà ce qu'ils sont. Eh bien, les situations de monopoles locaux seront aussi démantelées pour que les consommateurs de nouveau aient un vrai choix. Et en cas de risque pour l'économie locale, toute installation d'un nouvel hypermarché sera proscrite. Voyez les conséquences de cela. Voyez la situation de nos commerçants. Je vous rappelle que les commerçants n'ont pas de retraite, que leur retraite, c'était leur fonds de commerce. Lorsque la grande distribution s'installant fait péricliter tout le petit commerce, eh bien leurs fonds de commerce ne peuvent pas être revendus. Ils ne valent donc plus rien. On met donc à nouveau des gens qui toute leur vie ont travaillé, on les condamne à une retraite de misère. Ceci est absolument scandaleux. Alors, moi je suis le défenseur partout de l'emploi français de qualité, de notre terroir et du dynamisme de notre tissu commercial. Après tout, la Catalogne et l'Italie ont su le faire. Ils ont su maîtriser la grande distribution. Pourquoi pas nous? Ah, vous allez me dire, l'Union européenne s'y oppose. Ah, en vertu du sacro-saint dogme de la concurrence libre et non faussée. Ce dogme mensonger, qui d'ailleurs interdit aussi de donner la priorité à nos entreprises nationales, qui interdit aussi de créer une administration dédiée pour faciliter la vie de nos PME, PMI, qui interdit d'ailleurs tout ce qui est patriote ou national, eh bien que l'Union européenne aille au diable. Nous ne supportons plus le racket du peuple français. Banque, marché financier, Europe, fiscalité, gabegie, immigration, fraude sociale. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons pour prendre dans la poche des Français. Par tous les moyens, on nous pressure. Par tous les moyens, on nous vide le porte-monnaie. Et pour enrichir qui? Toujours les mêmes. Cette petite oligarchie qui veut tout. Ceux qui ont déjà beaucoup, déjà tout, mais ils n'en ont jamais assez. Et à ce titre, permettez en votre nom que j'adresse un message de soutien aux Bretons qui, dans l'affaire de l'Erika, se battent vaillamment contre ces grosses compagnies pétrolières. Qui naviguent, ces grosses compagnies pétrolières qui naviguent sous pavillon de complaisance, qui ne paient aucun impôt en France et qui étranglent les Français avec des prix prohibitifs et qui se servent de la loi pour échapper à leur évidente responsabilité. Cela ne peut plus durer. Je ne veux pas que le peuple français soit contraint de fermer les yeux. Je ne veux pas que le peuple français soit contraint de remettre 10 sous dans la machine pour qu'on continue comme cela 5 ans de plus. Vous avez été volés pendant des décennies. Voulez-vous que cela continue? Voulez-vous qu'on continue comme si de rien n'était? Eh bien, je le dis avec vous, non.
Sur qui peut-on compter pour que cela s'arrête? Sur le peuple français, mais pour que cela s'arrête, il faut maintenant qu'il se remue. Oui, je veux qu'on se remue partout en France et qu'on mette enfin un terme à cette scandaleuse exploitation de la richesse française. Cette élection ne sert pas à rien. Le résultat n'est pas écrit. Cette élection peut nous permettre de tout changer. Mais pas une voix ne doit manquer. Pas une, pas un seul Français, pas un seul Français qui veut que ça change n'a le droit de rester chez lui le 22 avril. Je vous l'annonce, mes amis, le 22 avril, nous ferons le plein. Et ce plein... alimentera la vague bleu marine qui deviendra à 20 h sur tous les écrans de télévision à l'annonce des résultats un véritable raz-de-marée. Le raz-de-marée du changement, le raz-de-marée de la révolte populaire, de l'espérance française, du redressement patriotique et national. Et à tous ceux qui se posent des questions, à tous ceux qui ont le sentiment de ne plus rien comprendre à la vie politique, à la marche de la France, à celle du monde, à tous ceux qui se demandent bien comment faire pour changer les choses, à tous ceux qui s'interrogent, à tous ceux qui doutent, à tout cela, je veux rappeler une règle très simple, mais une règle essentielle. Le peuple français doit voter pour le peuple français. Le peuple français doit voter pour lui-même. Il faut. Le peuple français en revienne à lui-même. Il faut que le peuple français s'exprime dans son intérêt, avant celui des autres. Il le faut en revenir au peuple, en revenir à l'intérêt du peuple. Toujours avoir comme seul et unique objectif, quelle que soit la décision à prendre, quelles que soient les circonstances, il faut que toute décision soit prise en fonction d'un impératif très clair. L'intérêt et l'unique intérêt du peuple français. La loi française, les règles qui s'appliquent à la France ne doivent viser qu'une chose: défendre les intérêts des Français, pas ceux de l'étranger, pas ceux de l'Europe, pas ceux des marchés, pas ceux des puissants. Non, les intérêts des Français d'abord. Et c'est cela que les Français doivent imposer à travers cette élection. C'est pour cela que les Français doivent s'imposer dans cette élection. Nous ne sommes pas dupes de leur petit manège qui a consisté depuis des années à instiller quotidiennement leur poison dans notre société, faire douter les Français d'eux-mêmes, les culpabiliser, briser la fierté de notre peuple, appauvrir notre conscience nationale, tuer dans l'esprit de nos compatriotes cet espoir français,
cette étincelle magique qui fait vibrer les cœurs et les âmes de notre pays, leur faire perdre la conscience de notre grandeur. Tous ont œuvré, tous, pour que les Français se voient comme une nation finie, comme une vague peuplade européenne n'ayant plus rien à dire au monde, comme une vulgaire tribu qui ferait mieux de se diluer dans la misère du monde, comme une horde d'esprits mous, disponibles pour consommer, jamais pour s'éclaircir, jamais pour grandir, mais c'est en rabaissant ainsi les Français qu'on leur enlève ce bien précieux, ce bien sacré, celui de se reconnaître comme une vraie nation, comme une nation digne, comme une nation libre. Une nation capable de maîtriser son destin, d'aspirer à quelque chose d'autre qu'à ce renoncement sans fin, à cette anarchie, à cet épuisement. Personne n'a le droit de s'enfermer dans la laideur de cet cauchemar, celui d'une nation déconstruite, mise en pièces, racornie, rapetissée, petite, disparue. Une nation libre, œuvrant pour elle-même, donne un exemple fabuleux à la terre entière. Ce n'est qu'en étant prospère, fière d'elle-même et conquérante, qu'une nation peut espérer offrir quelque chose au monde. La France n'a jamais été aussi respectée et aimée dans le monde que lorsqu'elle a été grande et sûre d'elle-même. Tous les jours, mes amis, tous les jours et encore ce matin à l'aéroport, des étrangers m'abordent pour me remercier avec vous de défendre la France qu'ils aiment. Ils se désespèrent. Ils se désespèrent de cette apathie, de cette somnolence qui semble toucher une partie de notre peuple. Alors la règle à suivre est simple, mes chers compatriotes. Il faut en revenir à l'esprit national. Il faut dire non aux ennemis de la nation. Et je peux vous dire que dans cette élection, les ennemis de la nation, ils sont pléthores. En abandonnant la France, ils abandonnent aussi son peuple. Peuple de France, rappelle-toi l'amour de ton pays. La fierté de ta nation française, n'aie jamais peur de la défendre. Je l'affirme ici avec force. Notre avenir est national. Je suis l'exception française dans cette élection. Qui nous sortira de l'ornière mondialiste et immigrationniste. C'est par une nation forte et sûre d'elle-même que nous parviendrons à mettre fin aux raquettes qui frappent le peuple français. Face à toutes les oligarchies, face aux monstres de la finance, se dresse seule la nation. Ne faites pas confiance à ceux qui nous serinent depuis 30 ans avec leurs vieilles recettes, ces vieilles histoires à dormir debout. Non, la France n'est pas trop petite. Non, la France n'a pas disparu du concert des nations. Non, la France n'est pas ce petit ramassis de miséreux. Non, croire en la France n'est pas vouloir se replier sur soi-même. Non, croire en la France n'est pas vouloir se couper du monde. Non, croire en la France, ça n'est pas s'isoler, c'est même tout le contraire. C'est en cessant de croire à la France, en s'engluant dans un magma européiste et mondialiste sans âme, qu'on se coupe de la réalité du monde. Les autres nations travaillent, les autres nations avancent, les nations du monde lèvent la tête et nous la baisserions. Bien sûr, comme l'ont compris la plupart des peuples du monde, la nation est la seule voie. C'est la seule voie de l'espoir.
c'est la voie du redressement, c'est la voie du renouveau et de la renaissance du peuple français. Tu as de la chance, Philippe. Toi, tu aimes la France, son histoire, ses paysages. Moi, tout cela me laisse froid. C'est Nicolas Sarkozy qui parlait. C'était en 1999, s'adressant à Philippe de Villiers. Voilà la vraie nature de Nicolas Sarkozy. Non. Celui qui a été président pendant 5 ans n'est pas amoureux de la nation. Nicolas Sarkozy est celui qui préfère les marchés, la finance, les puissants, qui s'extasie un coup devant les États-Unis, un coup devant l'Allemagne. Nicolas Sarkozy est celui qui nous a avoué récemment que la droite et la gauche n'existaient plus, en quoi je suis d'accord avec lui, et que la vraie fracture, selon lui, était entre ceux qui croyaient en l'Europe et ceux qui croyaient en la nation. Il a choisi son camp, nous aussi, et ça n'est pas le même. Mes amis, nous ne croyons plus à leur vieille utopie d'une Union européenne prospère, puissante, solidaire et fraternelle. Nous ne croyons plus à leur méchante Union soviétique européenne. Nous, mes amis, nous croyons au patriotisme économique, au patriotisme social. Nous croyons à notre identité nationale. Nous croyons à la solidarité nationale. Nous croyons au génie de notre civilisation, au courage, au travail, au mérite, au talent, à la droiture, à l'honneur, à la liberté. Nous, mes amis, nous croyons en la France. Pour les soirées familiales. Wow. Oh là là.